Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Du Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Alors que la saison d'Halloween se rapproche dangereusement et que nous allons bientôt commencer à fêter ça comme il se doit avec des tonnes d'épisodes de malades remplis d'invités et de films très attendus, on s'est dit qu'il serait pertinent de revenir aux bases du genre qui nous passionne. Cette semaine, on va faire l'inverse de la semaine dernière, où nous étions très proches de l'actualité, en vous parlant d'un film encore disponible en salle de cinéma lors de la sortie de l'épisode, Alien Romulus. On va repartir bien en arrière, puisqu'on va parler d'un film qui fête cette année ses 91 ans, comme Mathieu. Un film issu d'un cycle de films cultes et fondateurs du genre, dont on n'avait pas encore eu l'occasion d'aborder dans le Jumpscare, et on corrige le tir aujourd'hui, puisqu'on va vous parler d'un film du fameux cycle Universal Monsters, plus particulièrement L'Homme Invisible de James Whale, réalisé en 1933. Ironiquement, un film un peu invisible dans les discussions qui tournent autour des Universal Monsters, film arrivé quelques années après les premiers gros succès du studio Universal, Dracula de Todd Browning et Frankenstein du même James Whale derrière la caméra pour L'Homme Invisible, et qu'on a jugé intéressant de remettre en avant au vu des multiples suites, adaptations, remakes, réappropriations qui ont suivi tout le long du siècle qui a suivi, et aussi de par sa place dans la timeline du cinéma d'horreur, puisque nous sommes en 1933, et on va le voir, c'est une année clé pour le cinéma de genre. Dans L'Homme Invisible, qui on le rappelle est adapté d'un roman de H.G. Wells, le scientifique Jack Griffin, joué par un Claude Rains royal, trouve le moyen grâce à la science de devenir invisible. Espérant trouver un moyen de redevenir visible, Jack s'isole pour travailler sur une solution tout en enroulant des bandeaux autour de son visage pour camoufler son invisibilité. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passe, il devient de plus en plus agressif et commence à se servir de son invisibilité pour commettre des actes de plus en plus terribles. Avant de se lancer, un peu de contexte pour les néophytes qui nous écoutent. Déjà, concrètement, qu'est-ce que le cycle Universal Monsters ? Grossièrement, c'est une série de films d'horreur produits par Universal entre les années 1920 et 1950. Et encore, il y a encore débat concernant les débuts du cycle, puisque pour certains, il a débuté dans les années 1910 avec le Dr Jekyll et Mr Hyde d'Herbert Brennan. Il comprend des énormes classiques comme Dracula, Frankenstein, La Momie, L'Homme Invisible évidemment, Le Fantôme de l'Opéra, Le Bossu de Notre-Dame, Le Loup-Garou, bref, que des légendes du genre qui ont influencé le genre horrifique. Et là, on ne parle évidemment que du cycle original, puisque tous les 20-30 ans, Universal tente de rebooter le cycle et sort quelques remakes de ses films, pour le meilleur et pour le pire. On se souvient du fameux Dark Universe totalement foireux d'il y a quelques années. Aussi, vous allez entendre quelques termes qui vous seront peut-être inconnus si vous n'êtes pas familier avec le cinéma de genre de la première moitié du XXe siècle, notamment ce qui va concerner le code Hays, un ensemble de règles de censure appliquées au 7e art, qui entre en vigueur en 1934, soit un an tout juste après la sortie de L'Homme Invisible. C'est un code qui impose des restrictions sur le contenu moral des films, la sexualité, la violence, etc. C'est ce qui a donné naissance au terme de cinéma d'horreur précode, et qui concerne donc les Universal Monsters. On retrouve dans les règles du code à appliquer des choses comme impossible de montrer des relations extra-conjugales, ne pas montrer trop de violence graphique réaliste, ou encore impossibilité de montrer de la perversion sexuelle, ce qui est un moyen détourné de dire ne pas montrer d'homosexualité. Ce qui, on va voir, est totalement en accord avec cet épisode, puisque James Whale était un homme homosexuel, et il n'a pas du tout hésité à cacher un sous-texte queer à son film. Un film dont on va parler avec Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et qui fait sa rentrée d'ailleurs après avoir été absente du dernier épisode. Oui, j'ai fait l'école buissonnière. Je voulais encore rester au lit. T'inquiète. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Elle est pas là, Mylène. Oh non. Enfin, si Mylène sera là en fait sous forme de message audio envoyé en dernière partie d'épisode, donc quelque part, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach, elle est là aujourd'hui. Et votre hôte, moi-même, Romain du Bistrot, sur Filmo. Alors pour commencer, Lily, pour fêter ton retour parmi nous, tu as déjà une anecdote pour nous raconter ta première rencontre avec L'Homme Invisible. J'en ai même deux. Vas-y. Alors, la première, elle va vite, hein. La première fois que j'ai vu une référence à L'Homme Invisible, eh ben, figurez-vous que c'était dans Sabrina l'apprentie sorcière. Quelle surprise. Il y a un épisode où Salem le chat est tout bandé avec des lunettes noires. Voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai une deuxième anecdote à vous partager, tout aussi surprenante, parce que ça va grandement vous étonner, mais je suis une fan hardcore du Rocky Horror Picture Show. Et le Rocky Horror Picture Show s'ouvre sur une chanson qui, je trouve, est l'une des meilleures opening songs de toute l'histoire des comédies musicales. Et tout à fait. Et cette chanson s'appelle Science Fiction Double Feature. Et
À chaque vers, elle fait référence à un classique de l'épouvante, du cinéma d'horreur ou de la science-fiction. Et quand j'étais au lycée, j'étais complètement obsédée par le Rocky Horror Picture Show. Si bien que j'ai décidé de regarder tous les films cités dans Science Fiction Double Feature. Et en bon escroc patenté, c'est ce qui m'a d'ailleurs donné un peu mon socle de référence classique. Et à un moment, la chanson nous dit « Claude Rains was the Invisible Man ». Référence donc à L'Homme Invisible de James Whale. Et de tous les films cités dans cette chanson, c'est certainement celui avec Le Jour des Trifides qui a le plus marqué mon cerveau d'ado dégénéré de 15 ans. D'abord déjà parce qu'il est d'une beauté vintage un peu étrange. J'adore les décors, autant l'auberge un peu bavaroise que les grandes maisons bourgeoises et les laboratoires pleins de fioles à l'ancienne. Puis les figurants et les second rôles, ils ont parfois des physiques soit assez atypiques, soit un peu freaks. Et puis il y a aussi Gloria Stewart qui joue Flora. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oui. Elle est trop belle avec ses fourrures, ses sourcils et sa coiffure, tout le typique du glamour du cinéma des années 30. Bref, tout c'est beau, comme souvent chez James Whale d'ailleurs. Et puis surtout, ce que je trouve incroyable, c'est les effets spéciaux. Je vous en dis pas trop parce que quelqu'un a envie de vous en parler plus longuement parmi nous. Mais ils sont poussés à un niveau vraiment prodigieux pour l'époque. Et tout ça pour un résultat qui tient encore pas mal la route, je trouve. Alors les jeunes, ils vont nous dire « Ah, c'est tout mal fait !» Parce que c'est sûr que de nos jours, ça a un rendu un peu étrange. Mais je trouve personnellement que ça ajoute beaucoup au charme et à la beauté du film, qui en plus bénéficie d'une performance d'acteur incroyable de Claude Rains, t'en as parlé un peu Romain, qui parvient tout de même à jouer et à nous faire croire à un mec qu'on voit pas. Ouais. C'est quand même très fort. Et c'est notamment grâce à sa voix très grave et assez profonde qu'il avait pas mal travaillé au début de sa carrière pour gommer son fort accent cockney. C'est un accent de l'Est ouvrier de Londres. Et figurez-vous qu'il faisait un peu trop street pour le cinéma de l'époque. Et d'ailleurs, petit point Mr. Fox, en VF, il est doublé par José Lucioni, qui était la voix française de Al Pacino pendant très longtemps. Et je trouve qu'il ne démérite pas, que la VF est tout aussi bonne. On peut le regarder autant en VO qu'en VF sans perdre au niveau des dialogues. Et puis, il y a une part d'aboutissement pour James Whale dans ce film, qui n'avait pas pu, dans Frankenstein, tuer le héros scientifique parce que Universal, à l'époque de Frankenstein, voulait un happy end à tout prix, alors que là, l'homme invisible meurt et tue au passage ces deux collègues scientifiques, ce qui est assez remarquable pour un film d'horreur précode. Donc, Whale, il parvient enfin à avoir son final dramatique et sans concession. Et dans le même temps, le film, il est aussi un peu comique. Au début, ils sont assez marrants, les pochetrons de l'auberge. Et dans les méfaits de l'homme invisible, il y a un côté un petit peu rigolo. Et plus on avance dans le film, plus on progresse dans la noirceur, parce que finalement, c'est plutôt une malédiction, sa potion d'invisibilité, qui le rend en plus méchant, violent et avide de pouvoir, au point qu'il en oublie la femme qu'il est censé aimer. Donc, on te happe par des aspects plutôt fun pour finalement te faire basculer dans le drame et que tu te dises, en vrai, c'est pas si marrant, quoi. Et en ça, je trouve L'Homme Invisible particulièrement malin et bien écrit, en plus d'être sublime et révolutionnaire dans ses effets spéciaux. Du coup, je trouve que c'est une grosse tarte aux pommes. Voilà. Un classique, un chef-d'œuvre incontestable, voilà. Donc, bravo, James Whale. Tarte aux pommes sur 10. Je fais ma fanzouze basique. Concernant les faits, t'as peur que les jeunes se disent « Ah, c'est trop mal fait ». La vérité, pour avoir revu le film aujourd'hui et ne l'ayant pas vu depuis des années, j'ai été quand même vachement impressionné quand même. Ça tient hyper bien la route. Je pense évidemment à un plan que Mathieu va réévoquer où l'homme invisible enlève ses bandeaux de son visage et c'est extrêmement bien fait. On peut voir le cache, on peut voir comment c'est fait. Mais pour un film qui a bientôt 100 ans, faut le rappeler, et qui a pas du tout les mêmes moyens, c'est révolutionnaire en termes d'effets spéciaux. Je me demande si c'est peut-être pas un des vieux films les plus accessibles en termes de visuel pour ceux qui sont pas
habitués à ce genre de production et qui ont peur de se faire chier parce que oh mais j'ai le noir et blanc c'est chiant, etc. Alors que c'est quand même vachement dynamique, c'est vachement bien fait. Concernant le côté comique du film, moi je trouve que c'est complètement quasiment une comédie noire. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin du film à sketch par instant. Quand tu suis l'homme invisible faire ses petits méfaits, un peu comme un cartoon si tu veux, c'est un peu un proto de Joker par instant, ça m'a fait rire. Et ce qui est marrant, c'est que contrairement à Frankenstein qui est un monstre un peu déchu, contrairement à Dracula qui est très hautain, c'est un conte, le boss de Notre-Dame, t'as un peu de pitié pour lui parce que forcément il est tout dégueulasse comme ça. Je trouvais que lui c'était le seul Universal Monsters qui est un connard et qui aime bien être un connard. Oui. Et qui assume d'être totalement en fait un gros con, c'est-à-dire que même quand il est normal au début du film, il est juste odieux avec tout le monde, et sa métamorphose le rend en fait purement horrible, et il engueule tout le monde, il kiffe, tu vois, ça m'a fait rire, tu le suis comme ça, ce qui est marrant parce que du coup, Claude Rains était comme ça aussi sur le tournage, apparemment il était odieux avec tout le monde, et à plusieurs reprises il s'est frité avec Gloria Stewart. Pour ceux qui nous écoutent, qui voient pas trop qui est Gloria Stewart, Rose dans Titanic quand elle est vieille, c'est elle. Voilà. Et Gloria Stewart qui s'est plainte à plusieurs reprises au réalisateur qu'en fait, elle peut pas jouer sa scène, quoi. Il prend trop de place, il est trop chiant, il est trop casse-couille. Et donc, lui se retrouvait un peu en mode Wayne Grady avec la Raptor, tu sais, en mode détendez-vous, ça va le faire, etc. Totalement à l'inverse du genre en 1933. 32-33, puisqu'autour de ça, les films d'Universal sont plutôt bon enfant, bonne ambiance, si tu veux. Mais à côté, il y a les autres studios qui commencent à faire du cinéma de genre. Il y a la MGM, forcément, qui arrive avec des films comme Le Masque de Fu Manchu, ou le fameux Freaks de Todd Browning, qui est pas du tout fun, pour le coup, qui montre des gens difformes dans un cirque, et chef-d'œuvre, au passage, pendant qu'on y est, c'est un des plus grands films du genre de l'époque. Et justement, transition, puisqu'on parle de cirque, etc., Amélie, tu voulais nous parler du cinéma en tant qu'arforain, dis-nous tout. Oui, exactement, parce qu'en fait, il faut se rappeler que là, on est encore au début du cinéma. Le cinéma est un bébé. Le cinéma est un bébé et du coup, en fait, au début du cinéma, le cinéma, il était principalement montré par les forains. Il y avait des salles de cinéma qui étaient plutôt réservées à une élite bourgeoise, mais il y avait dans les campagnes ou dans les villages ou dans les plus petites villes, c'était les forains qui amenaient comme ça le cinéma et qui ont eux-mêmes produit du cinéma. Il y a des réalisateurs comme ça qui étaient des forains. Et en 1933, c'est déjà terminé cette époque, mais c'est pas si vieux. Et je parle de ça parce qu'en fait, pour moi, L'Homme Invisible est un film de prestidigitateur. Et en fait, il y a beaucoup de magiciens, de prestidigitateurs et d'illusionnistes qui se sont intéressés au cinéma parce que c'était un art d'illusion. Et notamment Georges Méliès, qui à la base est un illusionniste lui-même. C'était une nouvelle manière de faire de la magie, un petit peu, c'est-à-dire de créer une illusion comme ça pour le public. Et c'est exactement ce qu'est L'Homme Invisible. C'est un film c'est la magie du cinéma, mais au sens propre, c'est-à-dire que on voit les objets voler, on voit des traces de pas dans la neige qui apparaissent comme ça de nulle part. On voit effectivement l'homme invisible qui enlève ses bandages, enlève ses lunettes, enlève d'ailleurs juste son nez et ses lunettes et on voit à travers son masque. Pour l'époque, c'est vraiment des effets spéciaux qui sont novateurs et qui sont malins, en fait. Le cinéma est fait à cette époque-là par des gens qui ont des bonnes astuces, qui ont des bons trucages, en fait, pour créer une illusion qui, aujourd'hui encore, moi, je trouve, se tient très, très bien. L'homme invisible, il est crédible. La manière dont les objets se déplacent autour de lui, la chaise qui se rapproche de la cheminée, la chaise à bascule, il fume sa cigarette, elle est comme ça suspendue dans l'air, il y a vraiment la fumée et tout. Moi, je trouve que les effets spéciaux de l'homme invisible n'ont absolument pas vieilli. Et ils n'ont pas vieilli parce qu'ils sont faits par des gens qui ont, on va dire, de la suite dans les idées et qui se demandent comment, par des superpositions de pellicules, des effets pratiques, purement pratiques, à l'époque, ils vont pouvoir créer comme ça cette illusion qui fait qu'aujourd'hui encore, le film est tout à fait valable et on se laisse emporter. Au début, on se demande comment ils ont fait ça et au bout d'un moment, on se laisse emporter par cette histoire. Donc cette histoire de scientifique devenu un peu fou parce que je crois que c'est dit que le sérum qu'il a pris le rend particulièrement agressif et un petit peu zinzin. Et en fait, cette histoire, c'est une très vieille histoire de l'humanité, vu que ça fait une référence à la République de Platon,
et le mythe de l'anneau de Gygès, qui est en fait dans un dialogue où Platon et ses convives, ses interlocuteurs se demandent est-ce que nous sommes moraux, on va dire, est-ce que nous respectons la loi, la justice et la morale simplement parce que nous sommes vus? Et donc Gygès, c'est un berger qui trouve un anneau magique et qui, quand il tourne le chaton à l'intérieur de sa main, peut devenir invisible, et il profite de son invisibilité pour commettre des tas de méfaits. Et du coup, on se demande, est-ce que c'est parce que nous sommes vus et parce que nous avons peur de la punition que nous respectons la morale? Et ici, nous avons parfaitement l'exemple, étant donné que l'homme invisible, donc le héros, je ne sais plus, il s'appelle Jack Griffin, à partir du moment où il peut devenir invisible, il imagine tous les méfaits qu'il va pouvoir commettre. Il se voit roi du monde, quoi. Il se dit, je vais pouvoir prendre l'argent dans les banques, je vais pouvoir rentrer dans les châteaux des princes, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, j'ai le pouvoir absolu. Et il n'envisage pas d'utiliser ce pouvoir pour faire le bien, à aucun moment. Il envisage d'utiliser son pouvoir simplement pour créer le chaos autour de lui. Il a un esprit de vengeance, il veut se venger de tous les autres, il est extrêmement aigri, comme disent les jeunes, et il fait exactement ça. Il fait même des actes très gratuits. Il jette les chapeaux des gens, des vieux monsieur dans le canal. Après, si, je crois qu'il donne de l'argent de la banque à des gens dans la rue, mais bon, c'est plus pour semer le chaos que pour vraiment faire la charité. Et il finit par en arriver jusqu'au meurtre. Voilà, donc, et il dit à son complice que c'est pas le premier meurtre, c'est que le début, et qu'il va tuer énormément de gens. Donc on revient sur ce mythe-là qui est, est-ce que nous respectons la morale simplement parce que nous avons peur d'être attrapés et peur d'être punis? Et malheureusement, à la fin du film, il est quand même puni. Il est puni, il se fait attraper par... je vais vous spoiler un film de 1933, attention, accrochez-vous. Il se fait quand même attraper par les policiers et il se fait tirer dessus et il meurt. Donc il est quand même puni pour ses actes, même si il a voulu semer le chaos pendant le film. Et je suis un peu d'accord avec toi, Romain, il y a un petit côté slapstick où c'est rigolo quand il baisse les pantalons des policiers et qu'il leur vole il y en a un, il lui vole son pantalon et après il le met, il y a juste le pantalon qui fait du cloche-pied sur la route et c'est assez drôle. Et même s'il se comporte comme un connard avec la plupart des gens, il y a quand même des passages hyper rigolos où il fait des bêtises et c'est un petit peu rigolo de le voir faire des bêtises. Moi j'ai beaucoup rigolé en regardant le film et c'était une très bonne surprise. Enfin, je l'avais jamais vu, mais c'était une très très bonne surprise de découvrir ce film qui est à la fois bon enfant et un petit peu caustique. Mathieu, toi aussi, t'as été soufflé par les effets spéciaux comme Amélie, et tu voulais justement faire un petit point dessus. Ah bah oui, moi j'étais sur le tournage, donc j'ai tout vu. Je peux vous raconter ça dans le détail. Alors moi je l'ai revu donc là il y a quelques jours. Je l'avais vu il y a des années en arrière. À sa sortie. Je m'étais fait une espèce de... À sa sortie, oui, exactement. C'était à la première. Je m'étais fait tout un cycle des Universal Monsters parce qu'on fera peut-être un point plus tard, mais ils sont tous disponibles en fait assez facilement en DVD et en Blu-ray. Alors je sais qu'il y a un gros coffret Blu-ray en forme de cercueil qui comporte en fait tous les films du cycle, qui aujourd'hui est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, mais voilà, si on farfouille un petit peu, on peut, je pense, encore mettre la main dessus. Mais voilà, au revisionnage, j'ai quand même été encore une fois assez fasciné par comme on disait tout à l'heure, la qualité des effets spéciaux, parce que comment est-ce que en 1933 on arrive en fait à faire disparaître quelqu'un? Aujourd'hui c'est très facile parce que les fonds verts font que voilà, ça se fait en 3 clics, mais à l'époque faire disparaître des parties du corps d'une personne tout en la faisant bouger et où on voit que c'est juste un acteur, que c'est pas une marionnette ou une poupée dont on agite un petit peu les membres et puis on voit que c'est très rigide et qu'en fait il y a personne, bah c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. En fait, le trucage est quand même assez simple, mais bon, il fallait quand même y penser. Ça se fait en 2 temps. Vous remarquerez que tous les plans où on voit Claude Rains, en fait l'acteur donc qui joue l'homme invisible, enlever des bandages et nous laisser voir en fait que sous les bandages il n'y a absolument rien, c'est toujours systématiquement en fait des plans fixes. Il n'y a pas de mouvement de caméra, ça reste des plans qui ne bougent pas. Dans un premier temps, on va filmer le fond de l'image. Donc là, tout à l'heure, Romain en fait parlait du fameux plan où on voit l'homme invisible de dos qui enlève ses bandages et à l'arrière-plan, on voit donc des hommes qui sont au niveau d'une porte être totalement terrifiés par ce qu'ils voient, ou plutôt parce qu'ils ne voient pas. Donc dans un premier temps, on va filmer la réaction des hommes sans
le personnage de l'homme invisible au premier plan. Ça va être fait dans un deuxième temps. Et en fait, l'acteur donc, qui joue l'homme invisible va être filmé avec le même axe de caméra, mais sur un fond noir. Un fond qui est totalement opaque, totalement noir. Donc ça va être du velours noir qui va être appliqué absolument de partout. Et aussi sur les parties qui vont plus tard devenir invisibles. Donc là, en l'occurrence, le haut de sa tête. Et du coup, donc on a un personnage dont le haut de la tête va être totalement noir pour être raccord avec le fond. Et les vêtements qu'il va porter vont être de tendance un petit peu claire. Alors là, en l'occurrence, c'est pas, il porte pas une chemise blanche, mais il faut surtout pas qu'en fait la couleur que porte l'acteur soit trop foncée. Ensuite, de ce truc-là va être tiré un négatif. Donc là, tout ce qui était noir va devenir blanc et inversement. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est le personnage de Claude Rains, en fait, qui s'enlève les bandages du haut de la tête. Et ce qui était noir devient blanc. Donc, en fait, le fond est blanc. Le haut de sa tête, donc, qui était auparavant caché par le truc noir en velours, devient blanc. Et le vêtement qu'il porte change un petit peu de couleur, quoi. Après, en fait, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on a éliminé toutes les parties qui étaient noires, donc toutes les parties qu'on voulait voir dégager de l'image, et en fait, ce deuxième truc, on va ensuite l'appliquer sur ce qui a été filmé au tout début, c'est-à-dire les acteurs sans le personnage de l'homme invisible, et la superposition des deux fait que on a l'impression que quelqu'un en fait s'enlève des bandages, et en fait, dessous, en fait, il n'y a rien. Or, non, c'est juste qu'on a fait un négatif, et qu'à la base, c'était juste en fait quelqu'un qui était recouvert d'une cagoule noire, mais sur un fond noir, ce qui fait qu'après on peut très facilement en fait le dégager, quoi. Donc voilà, c'est relativement simple, mais encore une fois, fallait y penser. Là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est que au fur et à mesure des films, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu énormément de suites et de variations en fait sur le thème de l'homme invisible. La première suite directe, si je dis pas de bêtises, c'est 1940, c'est le retour de l'homme invisible, et on a encore une fois cette même technique, sauf qu'on a déjà ce truc de vouloir un petit peu repousser les limites en matière d'effets spéciaux, et là on a carrément l'homme invisible qui se dessine dans des volutes de fumée. Alors encore une fois, la technique est sensiblement la même, mais pour l'avoir revu tout à l'heure, c'est bluffant, parce que voilà, Paul Verhoeven l'avait fait au début des années 2000, on était à dire putain, c'est complètement fou comme effet, mais ce truc-là existait déjà 60 ans en arrière, et à un moment donné, on a un gars de Scotland Yard en fait qui est en train de parler avec un suspect et qui se met à souffler de la fumée par la bouche, et en fait la fumée se disperse dans la pièce et on devine le haut du corps en fait de l'homme invisible qui est caché entre deux, et l'effet est absolument saisissant, quoi. Donc voilà, c'est j'ai bien conscience en fait que le film date de 1933, mais je trouve que pour un film qui a 91 ans, il tient encore parfaitement la route, et je me mets en fait à la place des personnes qui ont vu ça à l'époque, qui ont découvert ça à l'époque, à une époque où encore une fois il y avait pas grand chose en termes de documentation sur comment étaient faits les effets dans les films, et comme disait Amélie, ça tient vraiment de la prestidigitation, de l'art forain, et ça devait être complètement fou, quoi. Tu t'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui décrit des effets spéciaux visuels en audio. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir ne serait-ce que des extraits du film sur YouTube. Ils sont dispo très facilement en HD, vous allez voir. Vous pouvez superposer ce que dit Mathieu avec les images, et la technique, elle est en fait toute conne, et ça marche extrêmement bien. Des effets spéciaux de John P. Fulton, qui est le malade derrière des effets spéciaux de petits films à peine connus comme Sueur froide, Fenêtre sur cour ou Les 10 commandements. Donc une carrière plutôt agréable pour le monsieur. Sachant qu'en 1933, le public s'est mangé, je pense, baffe sur baffe, puisque non seulement il y a L'homme invisible qui sort, mais il y a un autre gros/grand film qui sort au niveau des effets spéciaux, qui s'appelle King Kong. Ah bah oui. Ouais, qui a aussi marqué un petit peu à l'époque. Et il y a un autre aspect du film qu'on a évoqué dans l'introduction, sur lequel Lily voulait revenir, c'est au final l'aspect queer du film. Oui, bah, je vous disais tout à l'heure que l'invisibilité était une malédiction. Bah, je pense qu'il y a dans L'homme invisible tout un propos sur le placard, au sens queer du terme, ce qui est extrêmement moderne pour l'époque, parce que le placard, c'est une notion qu'on va réellement conceptualiser en utilisant le mot placard qu'à partir des années 50. In the closet. Voilà. James Whale, c'était une personnalité ouvertement homosexuelle, ce qui était assez rare sur la place publique dans les années 30, même si, bon,
dans le petit milieu du cinéma et les autres domaines artistiques, certains osaient quand même l'affirmer publiquement, surtout avant le code ACE, qui résulte pourtant, je tiens à le dire, d'un féminicide commis par un hétéro bon chic bon genre. Donc bon, voilà. Enfin bref, Whale, il va pas mal émailler son œuvre de sous-entendu cuir. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de... Alors, je te coupe 2 secondes. Quand t'es dit cuir, c'est l'accent Moselle. Oui, mais j'arrive pas. Ouais. C'est impossible pour moi. T'inquiète, je sais, c'est comme quick. C'est pour les auditeurs qui se disent pourquoi elle parle de cuir. Voilà. Ah oui, non, mais j'ai l'accent mosellan, je n'entends pas la différence. Vous pouvez. Y a pas de voilà, souci. je n'arrive pas. T'en fais pas, je voulais juste le spécifier pour C'est les des auditeurs notes qui de la vont se rédaction. Voilà, note de la rédaction. Mais bref, je disais que Whale va pas mal émailler son œuvre de sous-entendu cuir et que je vous conseillais la vidéo de Very Nasty Stories sur Instagram et sur TikTok aussi, je crois, sur le sujet. Et dans L'Homme Invisible, c'est assez facile de deviner ce que le personnage pourrait éventuellement avoir envie d'invisibiliser aux yeux du monde. Surtout que lorsqu'il qu'il se retire dans l'auberge, il se cache à l'écart dans une petite pièce. Donc, on a une métaphore imagée du placard bien avant l'heure. Et lorsque Griffin enlève ses vêtements et ses bandages, donc qu'il révèle sa condition, il génère une panique chez ses assaillants. On peut bien sûr y voir une évocation des réactions homophobes violentes, mais je trouve que ça préfigure aussi un petit peu ce qu'on a appelé par la suite la peur lavande, qui a généré une vague de persécution envers les personnes queer dans les années 50. Je trouve donc qu'il y a un côté hyper avant-gardiste dans L'Homme Invisible, aussi dans la relation entre Flora et Griffin, parce que on peut se dire que Flora est une couverture pour Griffin. Elle est vraiment éprise de lui, elle s'inquiète pour lui, alors que lui, même s'il éprouve de l'affection pour elle, même si on met ça sur le compte des effets de la drogue, on a vraiment l'impression que Flora est anecdotique à ses yeux. Et à l'époque, et encore parfois aujourd'hui, de nombreuses personnalités publiques entretiennent des relations hétéros pour dissimuler leur homosexualité. C'est ce qu'on appelle une couverture. Et le concept de couverture va beaucoup se développer dans le Hollywood des années 40-50, parmi les acteurs notamment pour se protéger de la peur lavande et du macartisme. Il y a d'ailleurs quelques exemples cités dans Hollywood Babylon de Kenneth Anger. Si vous avez jamais lu Hollywood Babylon, faut absolument lire ça. Pour en revenir à L'Homme Invisible, le film y met en scène des ressentis et des inquiétudes sur des choses qu'on va peu à peu conceptualiser et qui vont susciter de la crainte et de la haine de manière beaucoup plus marquée, presque 20 ans plus tard. Et pour finir sur la question cuir, chez James Whale, il y a souvent des thématiques liées au secret, ce qui rejoint encore une fois la métaphore du placard. Et dans Frankenstein ou dans L'Homme Invisible, le secret ne doit pas éclater. Pourtant, il finit par le faire. Parce qu'en soi, c'est difficile de cacher constamment sa propre nature, mais contrairement à Frankenstein, où le scientifique devait mourir, dans L'Homme Invisible, il meurt. Et ça fait écho à la difficulté de s'adapter à une société qui nous rejette. Mais Griffin, il assassine aussi ses collègues scientifiques parce que, selon moi, ils sont ceux qui détiennent les clés pour comprendre le secret. Mais alors là, je me perds un peu en théorie et le film ne va peut-être pas aussi loin dans les faits. Néanmoins, même si ça n'est pas une volonté manifeste, je pense que James Whale projette pas mal de choses sur son ressenti d'homme cuir à travers ses films. Et il y a beaucoup de monde actuellement qui choisissent de l'ignorer, mais je pense vraiment que son homosexualité nous donne pas mal de clés de compréhension pour aborder son œuvre. Et il y a un truc aussi qui détourne justement une certaine forme de censure ou de puritanisme, c'est que à chaque fois que l'homme invisible est totalement invisible et qu'il fait des farces aux policiers, il est à poil. Ah oui. Il est entièrement nu. Et ça ajoute un truc comique, parce que moi je me dis à chaque fois, il est dans la neige en train de se balader, les baloches à l'air, là c'est un peu rigolo. Mais il y a un truc qui est que pour devenir entièrement invisible, il se met entièrement nu, et du coup, ça rend toutes ses actions encore plus, je sais pas dire, encore plus provoque, quoi. Le film a ce petit côté un peu provocateur, sans jamais montrer de nudité. En fait, il l'évoque en permanence.
Et il s'en prend physiquement à des hommes. Si on veut aller dans le cuir, il étrangle des hommes face cam. Il aime pas les flics aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Il aime pas les bébés aussi, je crois qu'il renverse un lando à un moment. C'est un vieil aigri en fait. On vous reconseille d'aller sur l'Instagram ou le TikTok de Very Nasty Stories, qui est un bien meilleur expert que nous sur ce genre de cinéma et qui aime beaucoup le cinéma obscur, un petit peu taré, un petit peu foufou, et qui en parle très très bien. On l'avait invité chez nous pour Psycho Beach Party. Il reviendra chez nous aussi, vous en faites pas. Oui. Mais voilà, c'est le petit shout-out comme on aime. Mylène devait être là ce soir, elle devait faire le fameux point franchise qu'elle avait fait sur Ringu déjà, parce que Mylène, quand elle commence une franchise, elle peut pas s'empêcher de mater tous les films d'un coup en 24 heures, et elle avait commencé à mater tous les autres suites, c'est-à-dire Le Retour de l'Homme Invisible, La Femme Invisible, qui est une suite non officielle, donc on sait pas trop, etc. Et elle avait aussi regardé le dernier Homme Invisible de Blumhouse, de Lee Whannell, sorti il y a 2-3 ans, et le fameux Hollow Man. Elle est pas avec nous, donc elle nous a envoyé son passage en audio, donc je vais le mettre tout de suite. Hello, désolée d'avoir raté la rentrée. Et oui, cette année, j'ai vraiment loupé la rentrée en grande pompe, on peut le dire. Je suis passée du JT à l'infectation d'appartement et je ne vous conseille pas ça, c'est une expérience que je n'approuve pas. Vivre un remake de Mimic, c'est pas du tout légendaire, ça vend pas du rêve. Et du coup, entre deux nervous breakdowns, plein de sacs sous vide et quelques machines à laver, enfin beaucoup de machines à laver, j'ai décidé quand même de vous faire un petit point sur L'Homme Invisible. Cette fois-ci, je ne me suis pas tapé de grand chelem, pas de grand visionnage, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Cependant, j'ai tout de même tenu à vous faire un petit point sur la figure de l'homme invisible que j'affectionne tout particulièrement. Si aujourd'hui on vous parle du premier long métrage qui a mis en avant l'homme invisible, bien avant ça, en 1909, il y avait eu un court métrage qui s'appelle Le Voleur invisible, réalisé par Segundo de Chomo. Mais aujourd'hui, nous, on s'intéresse plus particulièrement à L'Homme invisible de 1933. Et je ne doute pas que mes consoeurs et mes confrères ont très 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 bien parlé de ce film. C'est un film que moi j'aime énormément, je le trouve hyper avant-gardiste, je le trouve assez incroyable, tant pour les effets spéciaux et la beauté de son image. Je trouve que les noirs et blancs sont très très chouettes et j'adore sa version restaurée 4K. Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant avec L'Homme Invisible, c'est que si c'est pas le Universal Monster qui est plus mis en avant, qui est le plus reconnu dans la pop culture, c'est quand même une figure qui a su évoluer avec les mœurs, avec les craintes de son temps et avec, du coup, clairement son temps. L'Homme Invisible, effectivement, quand on va parler des Universal Monsters, on va plus parler justement de Frankenstein, de Dracula, et c'est vrai, ou même encore de la momie, on aura tendance à oublier L'Homme Invisible. C'est un petit peu le cousin qu'on zappe à chaque repas de famille. Mais malgré ça, L'Homme Invisible, c'est quand même une suite de films. Mais malgré ça, L'Homme Invisible, c'est quand même plus de 20 films. Après celui de 1933, on aura Le Retour de l'Homme Invisible en 1940. Je vous avoue que j'ai pas vu ce film et je sais pas comment ils l'ont fait revenir puisque, spoiler alerte, à la fin de celui de 1933, l'Homme Invisible meurt. La même année, on aura La Femme Invisible et là c'est plutôt chouette puisque les versions féminines de l'Homme Invisible sont assez rares. 2 ans plus tard, en 1942, le film L'Agent Invisible sort. Et encore 2 ans plus tard, là, cette fois-ci, c'est La Vengeance de l'Homme Invisible en 1944 qui va sortir sur les écrans. On aura aussi une version japonaise de l'Homme Invisible, The Invisible Man Appears, qui va sortir en 1949. Et ensuite, parce que c'était commun à l'époque de le faire, dans les années 50, on va avoir une version comique, puisque les Universal Monsters, ils ont connu énormément de vie, on va dire, dans un premier temps. Donc on a vraiment eu cette apparition très sublime, très extraordinaire par la Universal, qui va en faire vraiment des véritables icônes de l'horreur. Et en fait, passé l'heure de gloire, très vite, ces icônes comme Frankenstein ou Dracula vont en fait petit à petit devenir des éléments de la pop culture. Et au fur et à mesure que ça va devenir des éléments de la pop culture, on va en faire des ressorts comiques, des ressorts pour les enfants, des jouets, des céréales. Et à ce moment-là, en fait, les Universal Monsters, on peut clairement dire qu'on est face en fait à une première mort des Universal Monsters. Et donc, en 1951, les Deux Nigauds vont cette fois-ci être contre l'Homme Invisible. Les Deux Nigauds, c'est une série de films qui mettait en avant 2 abrutis qui se retrouvaient dans des situations assez improbables et ils se retrouvaient tour à tour face à Dracula, à des zombies, et ici c'est l'Homme Invisible. Donc dès que en fait la figure de l'Homme Invisible commence à entrer dans le ressort comique, on peut dire qu'en fait elle a perdu un peu de sa superbe et qu'on est clairement face à une première fin des Universal Monsters. Et à partir de là, en fait,
beaucoup de films de série B, on va dire de qualité douteuse, vont commencer à germer. Et clairement, là, L'Homme Invisible va vraiment perdre de sa superbe. On aura des films comme Le Cerveau Infernal qui va sortir en 1957, ou encore L'Incroyable Homme Invisible dans les années 60, L'Invisible Docteur Mabuse en 62, ou encore ce film, mais cette purge, Orloff et l'Homme Invisible, qui sur mon sens critique est noté 1, je ne m'en souviens même plus. Je me souviens juste avoir un peu souffert, clairement. Ce film est réalisé par Pierre Chevalier et c'est vraiment une bouse. Ensuite, Pierre Chevalier apparemment décide que c'est une très très bonne idée de faire une suite à ce film et il fera La Vie amoureuse de l'Homme Invisible, sorti en 71. Là encore, ça n'a pas l'air d'être vraiment un chef-d'œuvre et pour le coup, je me suis évité de souffrir et je l'ai pas vu. En 72, l'Homme Invisible, enfin dans les années 70, l'Homme Invisible devient encore plus une icône et repart encore sur le registre comique, puisque là, en fait, Disney va carrément produire un film en mettant l'Homme Invisible comme héros, avec le film Pas vu, pas pris, et du coup, parmi les personnages principaux, on aura Kurt Russell. Kurt Russell, je t'aime. Donc là, clairement, du moment où Disney commence à utiliser la figure de l'Homme Invisible, on peut dire qu'elle est un petit peu essorée, quoi. Dans les années 80, on aura aussi une version russe de l'Homme Invisible qui va sortir en 84. Et vraiment, en fait, là, on n'arrive pas du tout à renouveler la figure, c'est très compliqué. On aura dans les années 90 aussi, en plus de la comédie, des séries qui vont sortir. On va vraiment avoir un côté plus familial de l'Homme Invisible. Et tandis que dans les années 30, on aura cette figure de dandy qui a un orgueil sans faille et qui en fait va devenir fou par orgueil. Et c'est vraiment la figure du scientifique fou qui va être exploitée là-dedans. On va tenter quand même dans la version de 33 de nous créer une relation amoureuse, mais c'est pas vraiment exploité. Vraiment, ce qui est important, c'est l'aspect scientifique. Et du coup, à partir des années 90, on va encore plus exploiter cette vision plus gentillette, on va dire, du personnage. Et du coup, l'Homme Invisible ne sera plus un antagoniste, avec notamment la version de John Carpenter, Les Aventures d'un Homme Invisible, qui clairement est une rom-com, qui est une comédie et qui met en scène un personnage qui en fait ne se voit que par l'image qui lui est renvoyée des autres, et c'est quelqu'un de relativement égocentrique et un jour il va s'endormir dans un sauna à son boulot et se faire transformer en homme invisible. Manque de peau, il était prévu qu'il aille à un date avec une jolie blonde et du coup lui va se dire bon, faut quand même que je survive, mais il faut aussi que je pécho. Donc tout le film va tourner autour de ça. On aura Sam Neill qui sera assez incroyable dans ce film et qui va être là justement en antagoniste de l'Homme Invisible. Mais là, clairement, ce film, il est très mineur dans toutes les versions de l'Homme Invisible, même si j'aime John Carpenter. Et effectivement, à partir de ce moment-là, l'Homme Invisible n'est plus une menace. On n'est plus dans le registre horrifique. On a vraiment totalement modifié son image et on l'a clairement lessivé. Et puisque on est du coup à une époque où l'Homme Invisible est lessivé, la Full Moon s'y met aussi, nous propose Invisible, les aventures de Benjamin Knight. Je vous avoue que je me suis endormie devant. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le level. Mais je suis sûre que ma consoeur Lily adorera ce film. Voilà, c'est la Full Moon, elle aime beaucoup ça. Je suis sûre qu'elle aimera. Et enfin, dans les années 2000, on a une version de l'Homme Invisible que moi j'aime beaucoup, j'aime tout particulièrement, c'est la version de Paul Verhoeven. Et là, on va avoir un premier virement que je trouve assez intéressant sur justement cette figure masculine qui va évoluer au fur et à mesure et cette crainte, cette menace. Ici, dans la version de Paul Verhoeven, déjà, on est beaucoup plus dans l'horreur, on est beaucoup plus dans les meurtres graphiques. On va vraiment, là où dans la version des années 33, on n'avait pas vraiment peur de l'Homme Invisible. On craignait, on va dire, sa folie, mais on n'avait pas peur physiquement de lui. Vraiment, dans cette version années 2000, on a peur de l'Homme Invisible. On nous montre en fait la crainte du voyeur, de l'homme qui se prend pour Dieu et qui n'a plus aucune limite. Ici, c'est Kevin Bacon qui va jouer l'Homme Invisible et c'est déjà un scientifique un petit peu cool, qui aime avoir vraiment ses sentiments d'être Dieu. D'ailleurs, et il le dit dans le film, hein, il a aucune crainte avec ça. Hein. Et du coup, on voit qu'il a, encore une fois, il y a vraiment cette notion-là de l'ego surdimensionné. Mais vraiment, là, c'est quelqu'un qui déjà a une morale un petit peu douteuse et qui est quand même freiné par ses confrères qui travaillent avec lui, les autres scientifiques qui le rappellent à l'ordre, et par le fait qu'en fait, il y a des règles dans la vie humaine. Et en fait, à partir du moment où il va devenir invisible, le peu de barrières qu'il avait et le peu de limites qu'il avait vont être en fait franchis.
Il va vraiment devenir un espèce de sociopathe et contrairement donc à d'autres versions, on va vraiment développer cette vision du voyeur. Et déjà, même avant qu'il devienne invisible, Paul Verhoeven nous met en place des plans, nous fait comprendre qu'en fait, on a toujours une présence au-dessus de nous. Et je trouve que voilà, le film n'est pas parfait. Clairement, il y a des effets 3D de sang voilà, qui sont dégueulasses, mais je le trouve très très intéressant. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs pour avoir vraiment commencé à mettre en place une vraie crainte de l'homme invisible. Même si dans les années 30, on a quand même une figure horrifique, là vraiment on a peur de lui. C'est une vraie menace, c'est un tueur. Et je trouve que c'est impossible de parler de l'univers de l'homme invisible sans mentionner cette œuvre. En 2006, l'œuvre de Paul Verhoeven aura une suite. Passez votre chemin, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Clairement, c'est une bouse, c'est une suite pour faire de la thune. Et c'est vraiment pas très très bon. En 2014, on aura une version un petit peu indé de la figure de l'homme invisible avec le garçon invisible. Et enfin, en 2020, la dernière œuvre en date, c'est Invisible Man, donc, qui a été produit par la Blumhouse et qui, là, encore une fois, nous montre que en 2020, on est quand même 20 ans après l'œuvre de Verhoeven, que la menace de l'homme invisible a changé. Et il y a une modification qui est notable dans ce film, c'est que là, on est bien sûr face à un scientifique, ça n'a pas changé, mais contrairement au premier film où en fait, souvent l'homme invisible, il devient invisible malgré lui, ou alors il est tributaire de la potion qu'il s'est injectée et il ne sait pas comment renverser son œuvre. Vraiment, il y a un peu cette notion de cobaye et de vouloir aller trop vite dans la recherche scientifique. Et là, dans cette version-là, on va pas avoir cette notion-là. C'est-à-dire qu'on va complètement laisser de côté tout ce qui est potion magique pour devenir invisible, test scientifique. On va être plus sur une figure un peu high-tech, puisque ici, ça sera une combinaison qui rendra invisible. Et on a vraiment... déjà, on a upgradé aussi la recherche scientifique high-tech par rapport à la figure de l'homme invisible. Et là aussi où ça change, c'est que alors que dans le premier film, on est donc face à un dandy égocentrique qui en fait clairement est poussé par sa folie de la recherche scientifique, dans le deuxième, on est vers déjà une figure bien plus malsaine qui de base avait vraiment des penchants un peu chelous, qui devient un tueur et un sociopathe et un voyeur. Et dans ce dernier film, il n'y a plus aucun doute, la figure en fait du tueur là est clairement un espèce de pervers narcissique, un voyeur et un psychopathe qui construit sa tenue pour pouvoir garder une emprise sur son ex-conjointe et la rendre folle aux yeux des autres. Donc là, on a quand même encore un peu plus poussé le curseur de cette figure masculine qui nous fait craindre en fait pour notre survie, qui nous fait craindre qu'il soit toujours là à nous épier, parce qu'il y a encore plus cette vision de voyeur qui est poussée, puisque ici, on va suivre Cecilia qui a enfin réussi à quitter son psychopathe de petite amie qui la retenait clairement contre son gré chez lui et qui avait l'ascendant sur elle. Et à partir de ce moment-là, elle va trouver refuge, essayer de se reconstruire et des faits très étranges vont commencer à arriver. Et en fait, on va presque jouer sur la figure du fantôme dans un premier temps. Ensuite, on va avoir des plans qui vont être très intéressants, qui vont nous faire monter en tension sur cette possible présence, sur ce qui peut se passer. Et voilà, cette figure de l'homme invisible va vraiment être un mélange hybride de toutes les autres figures, en délaissant complètement par contre l'aspect comique. Mais je dirais qu'en fait, les 3 œuvres à retenir pour moi, qui ont le plus façonné ce qu'est l'homme invisible aujourd'hui, c'est bien sûr celle des années 30, qui est incroyable, qui est l'une de mes préférées et que je trouve extrêmement en avance sur son temps et encore une fois bluffante sur ce qui est des effets spéciaux, mais je suis sûre que mes collègues vont en parler bien mieux que moi là-dessus. Et je dirais Hollow Man, qui encore une fois est vraiment un pas en avant dans l'horreur et dans la crainte. Et puis cette dernière version, Invisible Man, qui, contre toute attente, est une version incroyable de l'homme invisible et pousse la crainte à un autre niveau. Et aussi rend presque cette crainte de l'homme invisible plus intimiste et donc plus psychologique aussi. Donc voilà, j'espère que mon petit point franchise de l'univers de l'homme invisible vous aura plu. Et moi, je vous laisse parce que j'ai une infestation à arrêter. Voilà, je vous fais des bisous.
Je sais pas comment reprendre ça. Merci Mylène. C'était nul, merci. Au revoir. Merci. Non. Le pire, c'est qu'en effet, c'est un protagoniste qui revient assez souvent et il y a eu des films super intéressants. Le Holoman de Verhoeven s'est un petit peu fait démonter à sa sortie. Je trouve qu'il est extrêmement cool. malsain. Ouais. Il est bien, mais il va beaucoup plus loin. Kevin Bacon, qui est un mec très inquiétant physiquement, invisible et encore plus inquiétant. C'est ça qui est beau. Et la relecture de Lee Whannell, où on replace l'homme invisible. Déjà, on ne suit pas l'homme invisible, c'est une menace extérieure, on suit une protagoniste. Et il le joue comme métaphore des relations abusives et toxiques. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. Je vais peut-être répéter ce que dit Mylène, donc je vais pas aller plus loin. Mais il y a plein d'autres films, je sais pas si vous avez vu les autres, je sais pas si vous avez continué un peu la franchise ou pas. Mais... moi, j'ai vu Holoman et l'épisode de Sabrina. Voilà. Et Salem fait un super chat invisible. Voilà. Non, moi j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu la version de Carpenter en fait, qui est honorable. C'est pas un de ses meilleurs films, loin de là. Mais en termes d'effets spéciaux, encore une fois, il y avait des choses qui étaient assez impressionnantes pour l'époque, parce qu'on n'est pas enfin tout à fait au moment de l'explosion de l'image de synthèse avec Jurassic Park, avec The Mask, Twister, enfin tous les trucs en fait qui nous mettaient des grosses claques au début des années 90. Mais il y avait quand même quelques effets. Je me rappelle d'un moment où l'acteur principal, donc Chevy Chase, je crois, boit quelque chose et ensuite se voit dans le miroir et dans le reflet, il voit en fait le liquide qui est dans son estomac et il est pris dans le cœur. En fait, on voit juste le liquide remonter et on comprend en fait qu'il vomit quoi. Donc aujourd'hui, ça serait très simple à faire, mais à l'époque, je trouvais ça très très impressionnant. Mais de tout ce que j'ai pu voir en matière de films qui comportent l'homme invisible, encore une fois, en termes d'effets, et si on le remet en fait dans le contexte, c'est le film que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le Retour de l'homme invisible, donc 1940, avec ces fameux plans en fait qui ont été faits dans de la fumée, où la silhouette qui est là pour le coup en fait c'est plus Claude Rains, c'est Vincent Price, donc on perd pas au change non plus, se dessine à peine et je trouve ça vraiment vraiment fabuleux quoi. Mais je crois que j'ai vu, moi, ça me revient, je crois que j'ai vu un truc érotique qui s'appelle il y en a plein. Les mésaventures érotiques de l'homme invisible. Non, mais c'est quoi, il y en a plein. Il y a un dessin animé de Manara justement là-dessus. Oui. Mais moi, je crois que j'ai vu un truc qui s'appelait. Il me semble que ça s'appelait Confession d'un homme invisible. Et en fait, c'était pas très foufou. En fait, c'est un homme invisible qui raconte que ce qu'il a vu par le trou de la serrure. Donc en fait, tu le voyais jamais interagir, quoi, tu vois. Voilà, mais bref. Mais soit dit en passant, je rigole, mais quand j'ai revu l'homme invisible, je me suis rendu compte que l'épisode, je plaisante, je reviens tout le temps là-dessus, mais en vrai, ça m'apparaît là. L'épisode de Sabrina, il est vraiment chouette comme parodie. Parce qu'il y a plein de petites références dans Sabrina au cinéma de genre, au cinéma d'épouvante. Ça m'a donné aussi plein de petites bases, mine de rien. Et finalement, dans cet épisode, Salem, il fait plein de petits trucs comme Claude Rains. C'est une très bonne parodie. Voilà, si jamais vous avez des enfants, que vous voulez les initier, c'est peut-être un bon point. Un petit truc aussi par rapport au film que j'ai mentionné là il y a 2 minutes, enfin la suite. Il est intéressant aussi de le voir pour ce qu'on disait par rapport au Code Eyes, c'est-à-dire que le film date de 1940 et vous verrez en fait à quel point il peut y avoir de grosses différences entre le film original donc qui date de 1933 et sa suite donc 1940, parce que la fin c'est quasiment le même plan mais c'est l'opposé complet, c'est-à-dire que dans le film de 1933 l'homme invisible meurt et là on est sur une espèce de happy end très très Code Eyes quoi, avec Vincent Price en fait qui redevient invisible et qui fait un petit sourire et tout va bien et ça m'avait frappé en fait quand j'ai vu ce truc là. Je me suis dit ah ouais ok on n'est pas du tout dans le même milieu hollywoodien quoi. Je crois et tu peux le confirmer peut-être, il y a que dans l'original que l'homme invisible c'est un méchant. Après ils l'ont alors dans celui-ci étant donné qu'il prend exactement la même substance qu'il y a dans le premier film, il y a des moments où il pète un câble. Il y a un moment donné où le héros du film en fait est obligé de l'attacher à une chaise parce qu'il commence à être agressif ou quoi. Mais malgré tout, il y a quand même cette espèce de happy end où à la fin le docteur dit voilà j'ai potentiellement un remède, mais par contre il est super dangereux parce que je l'ai testé avant et du coup les résultats ils étaient pas forcément concluants. Mais là étant donné qu'il est blessé et qu'il lui reste plus forcément beaucoup de temps à vivre, il faut tenter le truc quoi, donc il tente, effectivement. D'accord. Ça marche donc. Dans Holoman il est méchant aussi hein. Non oui il est méchant aussi ouais. Il est très méchant dans Holoman. Oui il m'avait fait super peur, une trouille bleue de ce film.
peux rajouter pour les fans de Bis français Orloff et l'homme invisible avec Howard Vernon. Pour les fans de Bis un peu obscur de Pierre Chevalier. Donc là c'est pour les mecs comme Mathieu qui aiment bien ce genre de... Voilà, je le vois sourire en plus, il est en train de se dire tiens. Voilà. Howard Vernon, légende du Bis au passage, que vous avez peut-être déjà vu dans des films, on va dire dans les plus mainstream Delicatessen. Ou chez Jess Franco aussi. Jess Franco. Très souvent chez Jess Franco. Oui. Alors, j'ai dit mainstream. Jess Franco, mainstream. Oui, pardon. Pourquoi c'est pas Faut mainstream pas déconner. Il y a une version japonaise, qui est sortie en 49, The Invisible Man appears, tu vois. Donc c'est devenu une sorte de mascotte qui s'adaptait un peu à tous les pays, toutes les époques et tout le temps. Donc c'est vachement marrant de voir à quel point il est malléable par rapport à d'autres icônes des Universal Monsters comme Frankenstein, qui au final a du mal à se renouveler. Là où l'homme invisible s'est vite adapté un peu partout, je trouve. Mais je pense qu'en fait, l'explication, elle est relativement simple. C'est que de tous les Universal Monsters, l'homme invisible, c'est le seul qui soit vraiment humain, en fait, à 100%. C'est-à-dire que Dracula, c'est un monstre. Frankenstein, forcément, c'est un monstre. La momie, même chose. L'étrange créature du lac noir, c'est un monstre aquatique. Le loup-garou, c'est un monstre quand vient la pleine lune. On a le fantôme de l'opéra, mais qui du coup a une apparence monstrueuse. Là, on a juste en fait un gars qui a testé un truc et qui le fait devenir invisible. Sauf que le truc en question en fait le rend fou et en fait il va à un moment donné. Je crois que c'est dit aussi dans la suite. À un moment donné, ils sont tous autour d'une table et l'homme invisible dit: le pouvoir qui m'a été conféré en fait me laisse libre. Je suis l'homme le plus libre qui soit et je suis libre de faire aussi bien de très bonnes choses que de faire les pires horreurs, quoi. Et c'est en ça où je pense que le personnage de l'homme invisible, qui sur le papier en fait t'as l'impression que ça va pas forcément aller très loin, quoi. Enfin, le mec il est invisible, il fait de la merde, on le trouve et puis voilà, c'est fini. En fait non, c'est tout le contraire, ça peut donner lieu, enfin ça peut partir vraiment dans tous les sens et ça peut être réactualisé en fait à chaque décennie pour faire écho en fait à tous les trucs de la société du moment, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, puisque là j'ai d'avoir une vision d'horreur de l'affiche de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires où il y a l'homme invisible dedans. Oui. Oui, si vous vous souvenez de ce film. Un hasard. Oui, et bah. Ah ouais, mais voilà, c'est voulu et tout, mais bon, le film. Bah moi je le déteste pas ce film. Allez, l'habit des auditeurs. On va avancer. Voilà. Non, mais écoutez, il y a un jour, j'ai eu 12 ans. J'ai eu 12 ans et en fait, je me suis dit, ah bah tiens, il est cool ce personnage et il est cool celui-là aussi. Et du coup, ça m'a permis de m'intéresser à... Tu n'as plus 12 ans, tu as 22 ans maintenant. J'avais 5 ans. Amélie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, et que si vous vous intéressez à James Whale, il y a un film un peu biographique, je mets des très très gros guillemets à biographique, qui s'appelle Gods and Monsters, qui sort en 98, qui raconte un petit peu la fin de sa vie de cet homosexuel un petit peu excentrique. Et le film parle principalement de ça, de son homosexualité et de son excentricité, et de comment il est une star déchue d'Hollywood qui vieillit, quoi. Et c'est joué par Ian McKellen, Gandalf. Voilà. Ce qui me permet de rebondir sur le point où voir le film, parce qu'on nous demande souvent où voir les films dont on parle, donc maintenant on va instaurer cette rubrique de où voir le film qu'on évoque. J'ai hâte de parler d'un film qui sera disponible que illégalement, ça va être un pur plaisir cette rubrique. L'avantage, c'est comme c'est le studio Universal derrière, ça a souvent été réédité, vous trouvez fait d'occasion très facilement en boutique, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, quasiment tous les classiques des Universal Monsters, dont L'Homme Invisible, qui est aussi dispo en Full HD, restauré 4K en steelbook, ou même édition normale, il me semble. C'est en Blu-ray, donc voilà, pour le coup c'est un film très largement trouvable, ce qui est peut-être pas le cas des suites. Je crois que les DVD c'est plus compliqué, ouais. Ouais, existent, mais en Blu-ray, je sais pas s'ils les ont encore réédités. Ils ont réédité les gros classiques, du Dracula, du Frankenstein, des valeurs sûres, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à rééditer. T'as parlé d'un coffret tout à l'heure en forme de cercueil, Mathieu ? Ouais, il est sorti il y a un petit moment, mais c'était un coffret Blu-ray qui contenait justement tous les grands classiques de la Universal. Donc Dracula, la momie, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, le fantôme de l'opéra, l'homme invisible, le loup-garou et l'étrange créature du lac noir. Les grands classiques, quoi. Ça se trouve très bien en occasion. Oui, pour l'avoir déjà croisé, tu peux le trouver à bon prix en occasion, donc pouvez-vous trouver ça et vous faire un petit vivier de classiques Universal Monsters.
Par contre, je ne le vois pas sur des plateformes de SVOD. Donc ce sera du média physique. Sur les sites russes en qualité VHS, Oui. sous-titré en portugais. Et son inspiration, le livre de H.G. Wells, est très largement trouvable en format poche. N'hésitez pas parce qu'il y a plein de différences apparemment avec le film, dont le fait que dans le film, c'est le sérum qui rend fou Jack Griffin. Dans le roman, il est complètement pété du cerveau dès le début. C'est juste un connard qui devient invisible. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Oui. C'est marrant, le H.G. Wells, c'est un peu le Stephen King de l'époque. Tu vois, il y a son nom, il est en plus gros que tout sur l'affiche. Genre, c'était le fait que ce soit une adaptation de cet auteur-là, c'est le truc qui fait venir les foules au cinéma. Moi, à chaque fois, je me dis, on dirait une adaptation de Stephen King. Tu vois. Il a posé tellement de briques en bas du mur. Tu vois, c'est comme un socle de ouf pour la science-fiction, le cinéma de science-fiction, le cinéma d'horreur. La Garde des Mondes. Ouais, mais Mary Shelley, je suis pas sûre qu'elle ait son nom en aussi grand sur Frankenstein, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a, c'est vrai. Je crois qu'il y a quelques affiches. J'arrive plus à articuler. Je crois qu'il y a quelques affiches où on voit Mary Shelley's Frankenstein écrit, mais elles sont beaucoup plus récentes. C'était pour des ressorties. Est-ce qu'après, il n'y a pas une affaire de succès commercial de H.G. Wells et Mary Shelley? Parce que Mary Shelley, Frankenstein, alors que H.G. Wells a eu La Guerre des Mondes, qui a été un phénomène radiophonique à l'époque, et je pense qu'il a plus ancré son nom là-haut. Sans vouloir trop contre-argumenter ou dire que vous avez tort. Hein. J'entends totalement ce que vous dites, mais je me demande si c'est pas aussi juste que H.G. Wells a aussi marqué plus les esprits avec plusieurs œuvres, là où Mary Shelley... Il y a Frankenstein principalement qui revient elle a inventé le post-apo quand même. Oui, et puis en plus c'était une famille un peu d'artistes, un peu à scandale. Je pense que c'est plus pour ça qu'on l'a invisibilisé, parce que c'est possible aussi. Parce que c'était une femme déjà d'une, on va se l'avouer, et oui. De deux parce que famille un peu à scandale, ouais. Enfant hors mariage, adultère et trahison, enfin voilà, des trucs de fou. Elle a gardé le cœur de son mari calcifié, enveloppé dans un poème, jusqu'à sa mort. Elle est trop dark, Mary Shelley. Les mots originels. Voilà, elle aurait eu un Skyblog, ça aurait été fou. On va passer brièvement à l'avis des auditeurs. Il n'y a pas eu grand monde sur L'Homme Invisible, du coup j'imagine que beaucoup de gens iront voir le film après l'épisode, ce serait sympa. Johan Orzulik, un film qui confirme le talent de James Whale pour dépeindre les figures monstrueuses. Le film dure à peine 1 heure, mais multiplie les péripéties avec un vrai crescendo narratif et thématique. Les SFX restent impressionnants et Claude Rains est impérial dans le rôle titre. On continue avec la grande entrée, un de mes Universal fétiches, dont les effets spéciaux, remis dans leur contexte, entre parenthèses, laissent encore bouche bée, drôle, inventif, précis et fascinant à l'image de Whale. Merci à la team Jumpscare de donner de la visibilité aux monstres classiques. On te remercie. Au passage. On a Dorimu, un film qui questionne ce que devient notre moralité lorsque l'on devient invisible aux yeux de tous, des effets géniaux pour l'époque et une histoire de perte de contrôle qui reste assez drôle au final. Ce plan de l'homme qui vole le vélo en riant reste toujours aussi hilarant. C'est vrai, très très marrant ce plan. Et voilà, c'est tout. C'était calme. Le reste, c'était... S'il y en a un qui a juste marqué « pas vu », du coup, désolé. Mais... tu peux pas le voir en même temps, il est invisible. Très très fort. Et écoutez, c'était un petit épisode. C'est la première fois qu'on fait un épisode de moins d'1 heure depuis longtemps. Et passer derrière un épisode de 2 heures, ça fait presque du bien. Je pense au Romain du futur qui monte l'épisode là, qui doit être en train de kiffer sa race. On n'a pas encore choisi le film de la semaine prochaine, j'y pense, mais pas du tout. Non, on n'a pas choisi le film de la semaine prochaine. Non, on se retrouve la semaine prochaine avec enfin les prochaines 4. Non. On n'a pas encore choisi le film de la semaine prochaine, il sera sur nos réseaux sociaux, ce qui est une bonne raison pour nous suivre sur les réseaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à aller nous y suivre, on poste toutes les news du podcast dessus, et il y en aura beaucoup bientôt, puisqu'on travaille déjà en sous-marin sur le mois d'octobre. On a déjà des gros projets qui arrivent et des belles annonces d'invités, de gros épisodes, on le redit, mais il faut hyper. Et voilà, n'hésitez pas à noter, commenter le podcast, comme d'habitude, le partager. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. À vendredi prochain. Salut. Ciao. Bonsoir.